Ce que j'ai essayé de faire valoir dans mon intervention, c'est que nous sommes à la croisée des chemins au niveau de la réorganisation mondiale du commerce international, dans la mesure où le schéma qui prévalait depuis les années 90, qui était en gros la Chine produit des produits manufacturés, les Occidentaux les consomment, et les excédents commerciaux de la Chine sont recyclés dans la sphère financière occidentale. Ce schéma s'est interrompu après la grande crise de 2008-2009. Aujourd'hui, la balance commerciale chinoise est quasiment équilibrée. Elle n'a plus d'excédents commerciaux à recycler. Elle-même est en train de transiter vers une économie de services et elle recentre sa propre production industrielle sur son marché intérieur et sur son bassin asiatique immédiat. Du coup, la grande question qui est posée, à mon avis, c'est qui sera la prochaine grande usine du monde, avec plusieurs candidats. Évidemment, le bassin du sud-est asiatique, mais vous savez aussi qu'il va beaucoup souffrir du dérèglement climatique. Donc, ce n'est pas absolument clair que le Vietnam, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge ou même le Pakistan puissent être des bons candidats à jouer le rôle que la Chine a joué pendant 20 ans. Un autre candidat, c'est la façade orientale de l'Afrique, avec des investissements massifs de la Chine en Afrique aujourd'hui et avec une stratégie géopolitique très claire de Xi Jinping autour de ce qu'on appelle les routes de la soie, qui passent notamment par l'Afrique. Et puis la deuxième grande question, à mon avis, qui est posée, c'est l'avenir de la finance occidentale, puisque celle-ci n'est plus alimentée aujourd'hui par les excédents commerciaux issus de l'économie réelle et de la Chine, mais elle est auto-alimentée tout simplement par les politiques monétaires expansionnistes non conventionnelles des banques centrales auxquelles la Fed essaie de mettre fin. Ce sont ces politiques monétaires aujourd'hui qui ont gonflé la bulle sur laquelle nous sommes assis, la bulle financière qui finira tôt ou tard par éclater, provoquer une nouvelle grande crise financière dans les années qui viennent, très vraisemblablement. Voilà, je crois que ce sont les deux grandes interrogations. Il y a un défi majeur au milieu de tout ça, qui est le défi écologique. Donc, comme vous le savez, en France, par exemple, les émissions de CO2 ont augmenté l'an dernier, en 2017, de plus 3,2%, alors que, par exemple, celles de l'Allemagne ont baissé de moins 0,2%, celles du Royaume-Uni ont baissé de moins 3,2%. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes des mauvais élèves. Il est évidemment impératif pour tout le monde de baisser nos émissions. Quid du transport international dans ce contexte-là? La question est posée aujourd'hui. Et puis, il y a un autre aspect, à mon avis, que je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure, mais qui est central, qui est notre dépendance et la dépendance de notre industrie, du moins ce qu'il en reste, à l'égard des minerais. Vous savez que beaucoup de processus industriels aujourd'hui utilisent du cuivre, utilisent également de l'aluminium, quelquefois l'aluminium comme substitut du cuivre. Et les travaux que j'ai menés avec des géophysiciens tendent à suggérer que nous pourrions atteindre au niveau mondial un pic d'extraction du cuivre avant 2060, un pic d'extraction de la bauxite avant la fin du siècle, ce qui veut dire que l'aluminium n'est pas un substitut pérenne au cuivre, ce qui signifie que nous avons une véritable révolution industrielle à opérer devant nous, qui est de trouver des substituts industriels au cuivre. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de la très très forte dépendance de notre industrie, mais ce n'est pas propre à la France, aux ressources naturelles et du fait que les ressources naturelles, certaines d'entre elles en tout cas, vont finir par manquer dans les années qui viennent, de sorte que nous avons besoin véritablement d'opérer une révolution si nous voulons continuer à jouer notre rôle dans le commerce international.